Hello and welcome to the Beans webinar on breeding and selecting specialty varieties. Bienvenue à tous et à toutes au webinaire Les haricots, sélectionner des variétés de spécialité. Un webinaire parmi plusieurs sur les semences et variétés adaptées. Bienvenue à ce webinaire sur sélectionner des variétés de spécialité. C'est un webinaire bilingue et donc nous vous invitons à choisir votre langue, soit l'anglais ou le français, en cliquant sur le bouton Interprétation au bas de l'écran à droite. Vous pourrez donc choisir le français et si vous entendez ma voix, c'est que vous l'avez déjà trouvé et que tout est beau. Écoutez ce webinaire en français ou en anglais. Je vous invite à cliquer sur votre langue de choix en cliquant sur Interprétation, le petit globe en bas de votre écran, et de cliquer sur Enlever l'audio original. Pour ceux qui viennent par téléphone, vous n'avez pas l'option de joindre une traduction, donc vous entendrez les présentations dans la langue d'origine. If you're joining by phone, you're not able to choose any language interpretation, so you will hear the original voices of the presenters. Rebecca? Thank you, Hugo. Really, thank you. Merci beaucoup, Hugo. Hugo est coordonnateur régional de l'initiative BOTA sur la sécurité des semences au Québec. Et il est aussi le technicien sur cet appel en coulisses. Et moi, je m'appelle Rebecca Ivanoff. Je suis ravi de vous voir ici nombreux. Je suis le directeur du programme des semences de Ecological Farmers of Ontario. Moi, je mets en place l'initiative, j'applique l'initiative BOTA. J'ai beaucoup une affinité, moi, pour les haricots. J'adore leurs histoires, les beaux repas qu'on peut en faire. Mais lors de nos rencontres familiales, il y aura toujours quelqu'un qui va demander qui a fait le repas axé sur les haricots. Donc, les haricots viennent des vignes sauvages de l'Amérique centrale. Il y a des milliers de variétés en Macédonie, en Macédoine, en Asie, et il y a énormément de variétés différentes. C'est pour cela qu'on l'appelle vraiment le haricot commun. C'est une diversité qui s'est fait exprès. Les agriculteurs ont choisi leurs haricots, ils ont leur variété pour la tolérance, la résistance aux maladies. Ils ont légué ces variétés à leurs enfants et le cycle se poursuit. Tout ce que vous voyez est le travail des milliers de personnes et je veux reconnaître tous nos ancêtres qui ont travaillé pour sélectionner les variétés de semences que nous avons aujourd'hui. Et nous nous rencontrons aujourd'hui virtuellement, mais on doit prendre un moment pour reconnaître les territoires où on habite partout au Canada. On doit reconnaître les territoires ancestraux et non cédés de tous les peuples autochtones qui sont ici chez eux. Moi, ici, sur le territoire des Mississauga du Crédit, les Anishinaabe, et à 1 heure du territoire des Six Nations, qui a la plus grande population des réserves au Canada. On vous incite à en savoir davantage sur le territoire sur lequel vous êtes situé en allant sur whos.land. Vous allez pouvoir cliquer sur les liens que vous allez trouver dans le chat. Et on vous invite aussi à vous présenter dans le chat. Dites-nous d'où vous arrivez, où vous êtes situé. L'une des forces de notre communauté de semences est le partage des connaissances. Donc, sur cela, je vais mentionner que nous voulons cultiver un espace plus sûr. J'espère que tout le monde va se sentir à l'aise de poser des questions
et apprendre ensemble. Si vous ne parlez pas beaucoup, je vous invite à assumer ce rôle. Si vous parlez beaucoup généralement, essayez d'adopter le rôle de l'auditeur. Et s'il y a des problèmes, je vous invite à en parler avec Hugo ou moi-même. Maintenant, il y a plusieurs façons de s'impliquer. D'abord, présentez-vous dans le chat. Il est merveilleux de voir beaucoup de gens le faire déjà. On va vous demander de rester sur mute si vous n'intervenez pas et on va enregistrer l'événement. Donc, vous pouvez garder votre caméra ouverte ou fermée. Vous pouvez poser vos questions pendant la séance de deux façons, soit dans le chat, en cliquant sur le bouton groupe de discussion, boîte de discussion, pardon, et, ou chat, ou vous pouvez lever la main et poser la question. Pour cela, il faut cliquer sur le bouton réaction et lever la main. Cela indiquera que vous avez une question et ensuite, quand ce sera le bon moment, on vous demandera de présenter, de poser votre question verbalement. Si vous avez des difficultés techniques, je vous conseille d'éteindre votre caméra et souvent ça aide. Si le problème persiste, envoyez-nous un message et je suis ravi de vous souhaiter la bienvenue à cet atelier sur les haricots, sélectionner les variétés de spécialité. Pour les gens qui produisent des semences, on va partager des présentations, dont une qui a été faite qui porte sur une expérience au Canada Atlantique. On m'a demandé de le mentionner car on va parler justement aujourd'hui des variétés et leur sélection. Nous avons 62 participants aujourd'hui. C'est beaucoup. Alors, bienvenue. Selon les formulaires d'inscription que nous étions encore en train de recevoir à 3h30 ce matin, nous avons des participants de partout au Canada et aussi de l'extérieur du pays. Et 2/3 des participants ont dit que vous produisez des semences à vos propres fins et pour le partage avec la communauté. 8 participants ont dit que vous produisez des semences à des fins commerciales. Mais bon, maintenant, je vais vous présenter nos 3 conférenciers. On va d'abord écouter Bob Wildfong, qui est directeur général de Seeds of Diversity, des semences de la diversité, qui un groupe national qui représente une sorte de banque de semences afin d'assurer la persistance des différentes variétés. Ensuite, nous écouterons Lisa Blodnick, qui a une ferme dans la zone des Appalaches de New York depuis 1992. Ils ont des fleurs, ils font du sirop d'érable, et ils ont aussi un troupeau de moutons. Elle a plus de 1000 variétés de haricots. Et nous écouterons aussi Henry Cordoba de l'Université McGill, qui a un baccalauréat en génie économique de l'Université nationale de la Colombie et est une doctorante au laboratoire des légumineuses à McGill. Il a de l'expérience dans l'amélioration de la génétique, l'évaluation des cultivars et il a aussi participé dans les projets de recherche pour déterminer la diversité microbienne des sols agricoles. Ses recherches actuelles portent sur la génétique des caractères complexes. Et entre autres de Phaseolus vulgaris. Chaque personne va faire une présentation et ensuite il y aura une période de discussion. Si vous avez des questions pendant la présentation et que vous ne voulez pas les oublier, vous pouvez les écrire dans le chat. Sans plus tarder, Bob. Merci beaucoup.
Je m'appelle Bob Waltham. Je suis avec Semences de l'Université Canada, une organisation de sauvegarde des semences. Voici la liste des variétés qui sont disponibles dans les catalogues de semences du Canada. Ce sont donc les variétés que l'on trouve souvent dans les catalogues. Non pas pour le jardinage, pas nécessairement pour... donc, nous avons environ une centaine de semenciers au Canada pour le jardinage et on a trouvé 566 cultivars. On dirait beaucoup, mais quand on va y arriver, on va découvrir qu'il y en a beaucoup plus qui ne sont pas disponibles aux jardiniers. Donc, on essaie de l'organiser en 3 catégories. À gauche, des variétés d'haricots que l'on peut obtenir en grande quantité. Si vous voulez les acheter, par exemple, à la livre ou aux 50 livres, il y a seulement 35 variétés de disponibles en vrac. Ce sont les variétés que vous connaissez si vous êtes producteur de semences ou maraîcher. Généralement, vous allez connaître ces variétés-là. Ce sont les plus populaires. Le Provider, qui est très viable, très connu, très disponible. 25 semenciers, le quart des semenciers du Canada peuvent vous les fournir. Vous pouvez en acheter en grande quantité, en version conventionnelle ou biologique. C'est une variété très respectée. Souvent, je trouve, quand je parle aux nouveaux producteurs de semences, des gens qui commencent à se passionner pour la production des semences de bonne qualité et peut-être à des fins commerciales, ils font parfois l'erreur de produire les semences des variétés les plus populaires. On dira, bon, beaucoup de gens veulent du Provider, donc on devrait être capable de les vendre. Parfois, ça marche. Parfois, les gens vont trouver que le marché est inondé de cette variété-là ou que cette variété est produite à grande échelle par des producteurs mécanisés qui peuvent travailler à moindre coût que lui. Donc, je conseille généralement qu'au lieu de produire les variétés les plus communes, songez à parler à un semencier et lui, il va vous dire ce qu'il veut acheter. Il va savoir quelles variétés sont demandées et quelles sont les variétés qui sont moins disponibles. Ce sont les variétés moins communes. C'est souvent dans la deuxième catégorie. 94% des variétés disponibles, 531 variétés ne sont disponibles que par petits sachets. On ne peut pas les acheter à la livre ou aux 20 livres, seulement par sachet. Il est souvent beaucoup plus économique pour un petit vendeur de vendre au sachet. Si on regarde le prix de 2 livres par rapport à 25 grammes ou 100 grammes, on gagne beaucoup plus sur les sachets, mais quand même, on fait beaucoup plus d'argent. Donc, il y a une économie d'échelle en termes de profit par haricot, mais il y a aussi un coût. Pour la plupart des variétés, 94%, ce n'est pas économique, en fait, pour les grands semenciers de les vendre en vrac. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui est intéressé de produire des semences pour une petit semencier, et si vous croyez que 566 cultivars, ça devrait être assez pour tout le monde, en fait, ça représente seulement 10% des haricots qu'on pourrait vendre. Donc, quand on regarde le marché aux États-Unis, et on regarde, ou sinon, si on regarde les banques de semences, il y a au moins 6 000 variétés de
haricots. Donc, nous avons 566 cultivars en vente au Canada, mais nous avons seulement donc un dixième qui est en vente ici au Canada. Donc, il n'y a pas de raison en particulier pourquoi j'ai choisi ces variétés-là, parce qu'il y avait 6000 à choisir. Et je l'aime beaucoup. Elle était vendue au Canada. La dernière fois qu'elle a été vendue au Canada, c'était en 2012, il y a 10 ans. Il y a quelques entreprises aux États-Unis qui les vendent. Mais il y a aussi, évidemment, les semences qu'on peut sauvegarder à la ferme. Donc, pour compléter le survol de la diversité des variétés d'haricots au Canada, voici une diapo qu'on ne devrait jamais avoir donc, dans une présentation. Il n'y a pas de photo. Donc, c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent beaucoup aux variétés. Donc, regardez le chiffre 566, c'est le nombre de variétés qui sont en vente dans les catalogues de semences au Canada cette année, en 2021. Et donc, vous voyez les nombres de 2008 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez qu'on a plus maintenant qu'en 2018. On avait seulement 381 cultivars sur le marché cette année-là. C'est une grande augmentation. J'aimerais vous signaler que ce ne sont pas les mêmes cultivars chaque année. Imaginez si on avait 381 variétés en 2018, mais en 2010, on avait 436, mais en fait, ce n'est pas les mêmes variétés. On en a perdu, puis il y en a d'autres qui sont arrivés sur le marché, mais il y en avait plus, en fait, qui sont arrivés sur le marché et moins qu'on a perdu. Donc, c'est pour ça qu'on voit l'augmentation. Mais ce qui arrive, en fait, c'est qu'il y a une turbulence dans le marché et on en perd beaucoup de variétés chaque année aussi. Si nous regardons toutes les variétés, dans les 13 années ici, il y avait plus de 1000 variétés en tout pendant cette période-là. Donc, on a seulement la moitié de ces variétés-là en vente maintenant. L'autre moitié était à vendre, mais là, elles ne sont plus en vente. Bon, pour ceux qui m'écoutent encore, vous vous demandez sûrement où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations. Et vous voyez en bas à gauche, vous pouvez avoir des données gratuitement. Et nous avons archivé toutes les données sur les 13 ans que nous avons regardées. Et donc, vous allez pouvoir voir ça sur toutes les diapos parce que je l'ai inclus. Il s'agit d'un grand fichier. Et donc, faites attention parce que si vous le téléchargez, c'est très lourd. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bob. C'est excellent. Je crois qu'il y a eu plusieurs commentaires dans le chat. Vous êtes en bonne compagnie avec d'autres geeks, nerds des semences. Donc, je vais maintenant essayer d'afficher la présentation de Lisa. Je vais maintenant partager l'écran. Bienvenue, Lisa. Nous sommes prêts. Merci beaucoup de m'avoir invité à participer dans cet atelier. Je vois qu'un de mes voisins vient de se joindre à nous. Nous sommes des maraîchers. Vous pouvez l'avancer au prochain diapo.
sommes des maraîchers. Et nous le faisons depuis 1992. Nous cultivons des haricots verts pour le marché, ainsi que des haricots jaunes, etc. Il y a 5 ans, je me suis impliqué, non, ça va faire 6 ou 7 ans, mais je me suis impliqué à faire des cultivations pour des semenciers que je vais discuter. J'ai fait des variétés plus rares. J'ai fait, par exemple, des haricots qui sont assez sensibles, qui provenant de l'Amérique du Sud. Et Rebecca, quand elle m'a présenté, elle a dit que j'avais 1000 variétés dans ma banque de semences. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps dans les dernières années à essayer de les disperser, les distribuer. Tu peux juste avancer le diapo, merci. Voilà mon fils et mon mari. Ils travaillent. Nous avons donc ce cheval Andy qui nous aide sur notre ferme de 5 acres. J'adore les haricots. Pour la sauvegarde des semences, elles sont vraiment... en fait, quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de travail avec les billes. Et ça me donne la même sensation de cultiver les haricots. Quand je sauvegarde d'autres semences, en fait, comme des tomates, par exemple, elles ne sont pas très uniques. On ne voit pas la différence. Et on ne peut pas les différencier en regardant les semences, mais avec les haricots, elles sont plus tactiles. J'adore les toucher. Et j'aime leur allure et la sensation quand on les touche. Et j'aime aller dans les conférences et amener plusieurs semences avec moi. Et je trouve que les gens ils aiment ça, interagir avec les semences et toucher, etc. Une chose que j'aimerais accentuer, c'est que dans cette communauté de partage et de sauvegarde des semences, j'ai bénéficié de la générosité des gens pendant les années pour augmenter ma collection de semences. Et une variété pour laquelle je suis connu, je l'appelle Sacré Bleu. Il y a une belle histoire derrière ça en termes du partage et les compétences en observation qu'on peut avoir en faisant le jardinage. Le bleu naturel, c'est difficile à trouver dans la nature. Est-ce qu'elle reste bleue quand on la cuisine? Non, elle devient plutôt brun. Elle a comme une texture, en fait, des haricots rouges. La texture est très similaire. En fait, elle a circumnavigué la Terre. Il y avait un sauvegardeur de semences en Allemagne qui en a trouvé. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait, en fait, avoir, mais il avait un haricot nain bleu et il appelait le nain bleu. Et il a partagé avec Rick Rickman. Et en fait, il a partagé avec moi. Et j'ai planté une rangée. Et en fait, c'est un plan avec une habitude assez... elle n'est pas très haute. Donc, j'avais quelques-unes aussi là, qui sont devenues mauves. Et ça fait quelques années que je sélectionne pour un haricot grimpant. Donc, je ne suis pas une sélectionneur. Je les sauvegardais. En fait, chaque fois qu'on sauvegarde des semences, on met de la pression sur
Donc, en fait, maintenant, j'ai eu plus de constance et c'est devenu très, très spectaculaire, la couleur bleue. Et quand on a, par exemple, un pot sur le comptoir, ben, ils peuvent devenir plus bleus, plus denses en couleur. Et donc, c'est l'une de mes variétés préférées. Je l'adore. Et je trouve que la couleur est magnifique. C'est ça que je veux signaler, c'est que l'observation dans le jardin, si vous voyez quelque chose que vous aimez, essayez de sauvegarder les semences et de l'adapter à votre zone. Ça peut se faire rapidement. Les haricots verts ont un peu de noir et de vert là-dedans. Donc, à chaque génération, on essaie de sélectionner contre ces couleurs-là pour avoir des belles vignes. Et c'est résistant aux maladies, en fait, aussi. Donc, la biodiversité fonctionne de la même manière. Je lisais quelque chose dans le chat. En fait, il y a quelqu'un qui a demandé s'il y avait un lien pour acheter le sacré bleu au Canada. Je vais essayer de mettre le lien. Pour revenir à la biodiversité, en fait, tout ce qu'on mange, y compris les haricots, a été sélectionné pour soit la nutrition, la nutritivité, donc la résistance aux maladies. On peut mettre de l'accent sur différentes qualités. Et nous sommes dans une course maintenant où on perd de la biodiversité très rapidement avec la conglomération des semenciers et différents facteurs. Et en fait, la diversité dans les augmente pour certaines variétés de légumes, mais pas d'autres. En fait, les choux, il y avait beaucoup plus de diversité auparavant. Donc, la concentration des variétés de semences est entre les mains de l'industrie et très peu de gens maintenant. Et ça devient menacé s'ils n'en vendent pas beaucoup. Et il y a d'autres raisons à vendre autres que le profit. Une des choses concernant la biodiversité, l'USDA, par exemple, ils ont une banque de semences et on peut demander des échantillons. Et là, on peut avoir des semences très rares et peu usuelles. Donc, on peut poser une demande. Je suis sûr qu'on peut le faire au Canada aussi pour dire que vous avez c'est pour des fins d'éducation. Quelqu'un vient de demander pour le présentoir que j'ai ici et en fait, vous pouvez l'acheter au magasin. Pendant plusieurs années, il y a plusieurs gens qui ont contribué des échantillons, y compris Green, et vous pouvez les accéder. Mais dans l'Experimental Farm Network, j'ai fait pour ce réseau plusieurs cultivations. Et en fait, il s'intéresse aussi au changement climatique et au changement social aussi. Mais il y a un village au Soudan qui a été détruit dans la guerre civile. Et on avait un plan pour produire des semences. Et une fois que le village était plus calme, on allait les renvoyer là-bas. Donc, on essaie de travailler avec des produits qui sont des choses qui sont menacées par les changements climatiques également.
J'ai fait, par exemple, une pastèque, un melon d'eau. Je veux dire que je pense que ça venait des Maldives. Et en fait, c'était menacé de l'augmentation des niveaux des mers. Et ils cherchent souvent des gens pour sélectionner, pour faire pousser ces variétés-là. Donc, ça peut être intéressant de devenir un sélectionneur ou un cultivateur pour ces réseaux. Et vous pouvez garder les semences et les utiliser vous aussi. J'aimerais mentionner également que j'ai travaillé avec Russell Crowe de beancollectors.org et il travaille avec un collectif. Robert Lovitz était un sélectionneur qui est décédé. Il vient du Minnesota, du Minnesota. Et en fait, quand il est mort, ils ont juste pris toutes ces variétés. En fait, non, en fait, ils ont nettoyé, ils ont fait le ménage de sa maison et ils ont jeté toutes ses notes. Donc, ce serait intéressant de retrouver les variétés qu'il a partagées avec différents jardineurs et cultivateurs. Donc, je travaille avec le collectif Lovitz parce qu'il a sélectionné pour beaucoup de couleurs et pour l'allure impressionnante. Donc, j'avais par exemple, il y avait un haricot en particulier qui m'a fait tomber en amour avec les haricots. Une bonne partie de ma collection dans les dernières années a été concentrée sur cela, y compris Chris Hubbard, qui, si vous pouvez juste avancer les diapos. Il a du sang Cherokee. Si vous voulez parler d'un excellent sélectionneur ou sauvegardeur de semences, il a une grande collection. Donc, en fait, ça fait 3 générations que sa famille le fait. Son grand-père l'a commencé et il travaille beaucoup avec les semences des Premières Nations, des semences indigènes. Et moi, je travaille beaucoup avec lui, avec sa collection. Il a été malade et il lui reste peu de temps. Donc, il y a aussi beaucoup de semences qui sont vieilles. On a des problèmes de germination. Mais il est important d'avoir des personnes qui peuvent vous aider à produire des semences. Si ça vous intéresse de travailler avec des semences autochtones, qui a de l'expérience aussi, parce que peut-être que dans certains cas, pour certaines variétés, il ne lui reste que 12 graines. Donc, c'est assez stressant. On en perd beaucoup parfois. Mais on a aussi des succès. C'est un travail difficile, mais qui est enrichissant. On fait du réseautage. J'ai parlé à Tiffany, je la vois ici. Je lui ai envoyé des semences et on essaie de lui mettre en contact avec d'autres gens. Si vous connaissez des gens d'autres nations qui pourraient s'intéresser à certaines de ces variétés, eh bien, dites-le nous. Ce sera un projet à vie pour moi, mais il nous faut des gens. Mais c'est un projet important. J'aime beaucoup les Osleber, la variété Get You Buys. Quand on produit des semences, des plants pour des gens comme Chris, vous gardez la moitié de la récolte et vous renvoyez l'autre moitié à la banque de semences.
entretenu par Chris. On essaie aussi de séparer les échantillons en deux groupes, donc la moitié de la moitié sera chez moi si jamais il y a une catastrophe, que la moitié des semences seront sauvées. Suivante, je sais que je parle beaucoup, il ne reste pas beaucoup de temps. La préservation culturelle, c'est ça qui m'intéresse le plus maintenant. Plus j'en apprends, plus j'apprends sur les histoires, les peuples, les cultures, leur façon de manger. C'est une belle expérience. Quelqu'un m'a demandé comment produire ces variétés. Voici, par exemple, les haricots grimpants. Ce que j'aime beaucoup avec les haricots, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de pollinisation croisée. Parce que généralement, il y a autofécondation, pardon, avant que les fleurs s'ouvrent. Mais parfois, les bourdons peuvent ouvrir les fleurs avant que les fleurs s'ouvrent elles-mêmes. Et donc, parce qu'ils ont... Donc, je vais quand même établir une distance de séparation de quelques centaines de pieds entre les variétés naines et les variétés grimpantes. Et aussi, j'aime beaucoup photographier ces variétés parce qu'il y a plusieurs de ces variétés qui n'ont pas été produites depuis plusieurs années. On n'a pas beaucoup d'informations sur la couleur des fleurs d'Écosse. Donc, j'aime prendre beaucoup de photos et de tout étiqueter parce qu'on s'imagine qu'on va se souvenir de tout là et parfois non. Je crois que c'était une variété algonquine. Suivante. Voici d'autres exemples des variétés maintenues par Chris. De très belles variétés et de variétés très menacées. Un autre point de vue, c'est beaucoup de travail pour installer les treillis. Ça, c'est Sacre Bleu. On a parlé du réseau expérimental. Je travaillais avec les semenciers, les entreprises semencières. Ça, c'est une semencier que j'aime bien. Bien des gens ne savent pas qu'on peut travailler avec des compagnies comme Fedco. J'adore Fedco. On n'a pas à tout produire ou toute la quantité non plus sollicitée. Par exemple, voilà quelques années, j'ai donné 10 variétés de mes variétés préférées de haricots à Heron Breen de Fedco, dont Sacre Bleu. Et si vous développez une variété unique comme Sacre Bleu, vous serez payé non seulement pour maintenir les semences de fond. Vous n'avez pas besoin d'avoir des centaines de livres. Vous pouvez en produire 10 livres ou 5 livres et maintenir cette fondation et ensuite Heron pourra passer cette variété à d'autres producteurs plus grands, vous toucherez des redevances. Mais pour les autres variétés qui sont déjà présentes, eh bien, vous serez payé pour ce que vous produisez. Ça, c'est une variété canadienne. C'est pour cela que je l'ai inclus dans la présentation. Deseronto, une variété sacrée. Les amitiés.
J'ai fait tellement d'amis. Chris est derrière moi, mais l'homme à la chemise rouge au centre, Stephen McCumber, est une inspiration pour moi. C'est un aîné gardien des semences des Haudenosaunee, mais de gauche à droite, Joseph Lockrock, ensuite Bill Bonsall. Il est en Maine. Il garde des semences des fines herbes. Stephen McCumber, Owen Taylor, propriétaire de True Love Seeds. C'est une magnifique compagnie de semences. Ils font un très beau travail. Chris, Nate Kleiman, qui est le responsable du projet des fermes expérimentales, et un autre collègue sur le Long Island, et un autre collègue qui a la compagnie Two Seeds in a Pod. Bill Best, John Quickendale, deux collègues du Sud, au Kentucky et au Tennessee, qui ont fait des trocs, des échanges de semences. Bill Best, dans la région des Appalaches, qui est le propriétaire de heirloom.org. Il sait beaucoup sur les haricots gras. C'est une catégorie spécialisée des haricots grimpants. Et une dernière diapo. Ensuite, Bevan Cohen, Russ Crowe. À gauche, Russ Crowe qui porte le manteau et ensuite, Jim White, lui, il produit des tomates. On l'appelle Tomato Jim. Oh, je fais tellement de liens. Je fais beaucoup d'amis partout au monde. Merci beaucoup. Merci, Lisa. Quelle belle présentation. Les diapos sont croquables. Et il y a une belle discussion qui se poursuit dans le chat aussi. Hein. J'ai été un peu distraite par tous les commentaires. Merci beaucoup. Je sais que je parlais vite et peut-être que c'était difficile pour les traducteurs. Bon, le traducteur dit non, non, pas tellement. Mais bon, c'est très, très, très bien. Maintenant, je vais donner la parole à Henry. Henry, est-ce que tu peux partager tes diapos? Oui, je peux les présenter. OK. Can you see my slides? Alors maintenant, je présume que vous les voyez. Tout à fait. Bonjour ou bonsoir. Merci d'être revenu. Je m'appelle Henry. Je suis doctorant à l'Université McGill. Je travaille avec les haricots, la génétique surtout de cette espèce afin d'améliorer cette espèce qui nous intéresse toutes et tous. Je fais beaucoup de croisements entre différentes sortes de haricots. Et je vais vous parler un peu de mon expérience, comment faire les croisements et certaines astuces pour faire la pollinisation à la main. Donc, Okay. First of all, why do we, pourquoi faisons-nous une pollinisation à la main? On fait cela parce que, comme Lisa nous a montré, nous avons une diversité incroyable de variétés et par le biais de la pollinisation à la main, on peut augmenter cette diversité et aussi la maintenir. On peut aussi, cela nous permet de combiner des caractères
Par exemple, la couleur, la forme de croissance, la résistance aux maladies, aux ravageurs. Cela nous permet d'obtenir de nouvelles combinaisons de caractères, donc de nouveaux résultats. Sur un plan plus technique, on peut aussi trouver les gènes et améliorer le processus de sélection. Parlons donc de l'anatomie de la fleur. Chez les haricots, nous avons 3 sortes de pétales. Une grande pétale qui s'appelle l'étendard ou le pavillon. On a aussi 2 pétales ici qui sont les ailes et on a aussi 2 autres qui sont les carènes. Les 2 sont ensemble, sont soudés ensemble pour former une tube. Dans le tube se trouve le tube contient les organes mâles et femelles. On a ici une représentation de la fleur du haricot. Ça, c'est les carènes. Et ici, on voit le stigmate. En faisant une section dans la fleur, on voit les carènes. Et ici, on voit la partie femelle, donc le stigmate et l'ovule. Et ici, les anthères, où se trouve le pollen. Donc, cela vous montre que la fleur a été conçue biologiquement pour être autofécondante. C'est quelque chose qu'on veut éviter si on veut faire un croisement délibéré. Donc, il faut faire attention de transférer le pollen de l'anther d'une fleur au stigmate de l'autre. Donc, faisons les étapes. Première étape, il faut choisir le bourgeon femelle immature. On va choisir des bourgeons qui vont s'ouvrir dans 1 ou 2 jours et qui sont assez grands. S'ils sont trop petits ou immatures, la pollinisation ne fonctionnera pas. Il faut que ces bourgeons sont frais et prêts à s'ouvrir. Une fois le bourgeon femelle choisi, il faut choisir la fleur mâle. Il faut choisir une fleur totalement ouverte, mais qui vient de s'ouvrir le jour même, le matin même ou l'après-midi même du croisement, parce qu'on veut que la fleur soit fraîche afin d'assurer que le pollen soit viable. Une fois la fleur ouverte, il se peut que la pollinisation soit, que l'autofécondation soit déjà faite, car les graines de pollen, le pollen aura déjà été libéré et ce sera déjà tombé sur le stigmate. Donc, on choisit la fleur mâle, la fleur femelle, et ensuite on commence le croisement. On va ouvrir la fleur femelle qui était fermée. Idéalement, avec des pinces, avec des dents assez pointues, et on va ouvrir l'étendard très soigneusement afin de libérer les ailes. On va exposer donc les ailes. Parfois, on les trouve tout rassemblés ensemble, mais idéalement, les 2 ailes devraient être séparées. Les ailes maintenant exposées, on doit activer le système de la fleur afin d'exposer le stigmate. On le fait en descendant, en rabaissant les ailes comme cela, et cela a pour effet d'exposer le stigmate. Le stigmate ressort du carène. Et ensuite, le stigmate doit avoir l'air en santé, sans pollen et complètement blanc. Cela démontre une fleur qui sera en état d'être fécondée.
Donc, les ailes sont descendues. Le stigmate va rester ici, mais il peut se rentrer encore. Donc, il faudra encore une fois redescendre, rebaisser les ailes et le stigmate va ressortir à nouveau. Une fois la fleur femelle ouverte et le stigmate ressorti, on va transférer le pollen. Pour cela, nous avons donc la fleur mâle qui est déjà ouverte et on va faire exactement la même chose. On va descendre les ailes et le stigmate ressortir, va se saillir. Mais ici, le stigmate est un peu gris. On voit une poudre grise et ça, c'est le pollen. Donc, cela veut dire que le stigma a déjà recueilli le pollen parce que la fleur était déjà ouverte. La majorité du pollen s'y trouve sur le stigmate. Donc, on voit que le pollen est présent et on va donc maintenant extraire le stigmate. Soigneusement, car on ne veut pas échapper le pollen et on va transférer le pollen à la fleur femelle. Vous vous souvenez que le stigmate est déjà sorti et prêt à être fécondé. Donc, on va prendre le stigmate ici et on va le frotter contre le stigmate de l'autre. Cela va faire en sorte que le pollen soit transféré du stigmate entre les deux stigmates, des fleurs mâles et femelles respectivement. Que parfois, quand on commence à faire des croisements, on peut enlever la fleur. Non, on ne veut pas enlever la fleur. Ce ne serait pas bon si on veut faire un croisement, mais on l'a fait ici au fin de la démonstration. Si c'est déjà détaché, il faudrait essayer une autre fleur. On va frotter le stigmate, les deux stigmates, l'un contre l'autre, et on peut laisser le stigmate accroché à la fleur femelle. Comme cela, on va s'assurer que les deux sont en contact et que le pollen va germer. Dépendamment des conditions ou de la fleur choisie, il se peut que la fleur mâle ne possède pas assez de pollen ou que le pollen ne marche pas très bien. À ce moment-là, il pourrait y avoir des problèmes d'autocroisement, d'autofécondation. À ce moment-là, il faudrait utiliser un autre stigmate de la même fleur choisi pour être parent et on pourrait en laisser 2 ou 3, dépendamment du nombre nécessaire afin d'avoir un croisement réussi. Donc, on peut produire plus qu'un stigmate et les laisser là. Donc, une fois cela fait, le croisement sera prêt et nous devons attendre pour voir s'il est réussi. Mais il y a quelque chose de très important et c'est d'étiqueter nos croisements parce que parfois on oublie de les étiqueter. On peut se perdre. Ça m'est arrivé quelquefois. Ce n'est pas bon parce que parfois on a un très bon croisement et on ne peut pas identifier les parties. Habituellement, on peut utiliser une petite étiquette. On écrit le nom du parent mâle. On a la fleur femelle avec l'identification, comme vous voyez ici. Faites attention parce que chez les haricots, on a des fleurs qui poussent en groupe. Faites attention d'étiqueter seulement la fleur que vous avez pollinisée.
vous allez avoir des problèmes à identifier la fleur que vous avez pollinisée plus tard si vous ne la laissez pas sur cette fleur-là. Donc, au bout d'une semaine ou une semaine et demie, vous allez voir le pollen, les haricots qui poussent. La plupart des croisements sont avortés. Comme j'ai mentionné au début, la fleur devrait être autopollinisée. Donc, la plante fait naturellement avorter le croisement. Ça arrive souvent. Et le niveau de réussite est seulement 25%. Donc, ça peut être un peu plus élevé, mais vous devez faire au moins 10 croisements pour avoir bon nombre de croisements. Si vous avez un taux de succès plus élevé, admettons 50 ou 60%, il y a quelque chose de mauvais qui se passe. Ça veut dire que vous avez plusieurs faux croisements. Parfois, vous allez voir que vous avez un croisement qui pousse, mais ce n'est pas un vrai. Comment les identifier? Nous savons que nous avons eu un bon croisement. Par exemple, si on regarde ici, nous avons un bon croisement ici à gauche et à droite. Ici, c'est un croisement de la plante elle-même, auto-croisement. Donc, vous voyez que, bon, ils vont avoir différentes formes, par exemple, parce qu'on combine, on fait des croisements entre des variétés qui ne sont pas supposées être croisées naturellement. Donc, parfois, ça va arriver qu'on va avoir les deux, un croisement qui a l'air très, très sain, comme celui-ci, ou un autre comme celui-ci qui n'est pas très bon. Pour cela, nous avons besoin d'apprendre à identifier les croisements, les auto-croisements. Un croisement très en santé, comme celui-ci, avec plusieurs semences, plusieurs graines et un haricot très long. Je travaille, moi, dans mon cas, avec les haricots noirs. Donc, ils produisent de 7 à 8 graines par cosse. Donc, si j'ai plus que ça, c'est pas très probable que j'ai fait un vrai croisement. Comme j'ai mentionné, nous pouvons avoir des croisements qui ont l'air très bien et d'autres qui ne sont pas très beaux. Une chose que je fais, c'est d'essayer de choisir ceux qui n'ont pas une très belle allure. Les croisements avec peu de graines, la possibilité, le potentiel qu'ils soient des vrais croisements est plus élevé. Nous savons que c'est un bon croisement et on veut éviter, de cette façon, on peut éviter d'inclure les auto-croisements. On ne peut jamais savoir à 100%. On peut faire des tests en laboratoire. On peut avoir plusieurs progénitures dans les champs, mais sélectionner de cette façon a fonctionné très bien pour moi. Pas éliminer les croisements qui ne sont pas voulus. Je veux juste mentionner comment je fais les croisements. Ça peut représenter une stratégie pour étudier la génétique des plantes. Chez les haricots ou d'autres cultures aussi, la résistance aux maladies
aux maladies sont très complexes. Donc, il y a plusieurs gènes qui contrôlent en même temps un seul caractère. Ils sont contrôlés également par les conditions environnementales et les gènes. Donc, c'est les deux. Pour étudier ces caractères très complexes et pour cartographier la population, pour essayer de déterminer les gènes, j'ai commencé avec 8 sortes de haricots noirs, ce sont les parents, et j'ai fait 28 combinaisons pour avoir des croisements binaires. Dans mon cas, j'ai considéré AB ou BA comme réciproque, un croisement réciproque. Je les ai considérés comme étant différents. Mais certains, c'est-à-dire j'ai considéré qu'ils sont pareils, mais d'autres vont considérer qu'ils sont différents, tout dépendamment de l'ordre. De cette façon, j'ai fait plusieurs croisements et j'avais 70 combinaisons différentes parce que je les ai toutes combinées ensemble aussi. Ensuite, j'ai combiné différents génomes dans un seul plan. Donc, l'idée, c'était de commencer avec 8 plans différents. Donc, différentes caractéristiques qu'ils ont représentées par chacun de ces haricots et essayer de les combiner dans un seul plan. Parfois, nous pouvons commencer dans la même catégorie de marché, par exemple les haricots noirs, mais on peut essayer différentes sortes, différentes variétés, différentes couleurs, différentes formes. Cela peut poser un plus grand défi en raison de la génétique différente entre les plants. Par exemple, si on veut combiner différentes sortes d'haricots de différentes couleurs, le taux de succès va être plus faible. Mais voici une approche pour avoir plusieurs caractéristiques dans un seul plan. Merci beaucoup. Je serais content de prendre vos questions et merci de votre attention. Merci, Henry. C'était excellent. C'est excellent de voir la technique que vous avez partagée. Nous avons environ 15 à 20 minutes pour discuter. Hugo. That the speakers are spotlighted, but en sorte qu'on met l'accent sur différents conférenciers, mais vous pouvez les voir tous en même temps aussi. Maintenant, je veux l'ouvrir aux questions. Je vois qu'il y en a plusieurs dans le chat, mais je vais peut-être commencer avec quelques-unes qui sont arrivées pendant la pause, mais je crois que c'est peut-être une question pour Henry, mais peut-être pour Bob ou Lisa aussi. Il y avait une question autour de... Il y a quelqu'un qui fait pousser qui cultive des haricots et il trouve qu'ils deviennent qu'ils ont de plus en plus de vignes. Comment ils évitent en fait d'avoir toutes ces vignes? Une autre question, c'était est-ce que vous avez une idée des caractéristiques dominantes? Je crois que ce sont des questions qui ont été posées. Peut-être que je les ai combinées. C'est pour ça que je les ai combinées. Dans mon expérience, les gènes travaillent ensemble. Donc, la sélection est plus difficile, est plus lente. Si vous travaillez avec la même variété, probablement que les conditions environnementales ont eu un impact sur les caractéristiques dans le champ. Si vous essayez de sélectionner, soyez plus strict dans votre façon de sélectionner, parce que ça ne devrait pas arriver.
parfois, on peut avoir des plans qui sont remontantes, mais qui sont nains quand même en termes de leur caractère. Donc, il peut y avoir donc cette caractéristique. Vous pouvez sélectionner pour cette caractéristique pour avoir le plan nain. En termes des traits dominants, des caractères dominants, ça dépend des caractères en fait. Donc, parfois, vous pouvez trouver qu'il y a des caractères qui ont des allèles qui sont dominants. Par exemple, chez les haricots, certains gènes contrôlent la couleur. Dans les haricots rouges, ils ont un seul allèle qui détermine la couleur, mais l'interaction entre ce gène-là et plusieurs autres fait en sorte qu'on voit différents motifs, donc des points, des rayures. Ça dépend vraiment du caractère que nous cherchons à étudier. Lisa, je vois que vous voulez répondre, mais en fait, vous devez mettre votre son. Je cultive des haricots noirs et si je conserve mes semences, il peut y avoir en fait cette caractéristique de montrer en vigne. Essayer de les épurer à l'avance pour essayer d'éviter cette caractéristique-là. S'il y a des caractéristiques que vous n'aimez pas, c'est facile de penser que oh, bon, ben, je vais aller la chercher plus tard, mais avec tout ce qui se passe dans le champ, ben, c'est plus facile d'être proactif et de s'y prendre à l'avance pour les épurer. C'est une chose qu'on fait. Oui, c'est un bon souvenir d'aller sortir dans les champs. Ça me rappelle moi aussi, en fait, de couvrir mes dahlias avant le gel. Ça m'arrive souvent et ils n'aiment pas ça. Oui, je vous comprends. Une autre question ici. Bob, si vous avez quelque chose à rajouter, mais je vais poser la question à Lisa pour l'instant. Quels sont les besoins de la communauté cultivateur des haricots et quelles sont les variétés? Je crois que Bob et vous ayons parlé de cela, mais avez-vous quelque chose d'autre à rajouter? Je dirais en termes des priorités, ça dépend de vos passions. Quelle est la raison que vous conservez des semences? La collection de Lowitz. Elles sont très colorées. Elles sont uniques, qui ont été développées seulement récemment dans les années 70 ou 80. Et c'est comme une chasse au trésor. On essaie de trouver qui a partagé quoi avec qui. Quoique la pression sur d'autres variétés qui sont plus en danger, souvent des variétés indigènes, où c'est important d'essayer de les conserver, les sauver avant qu'elles soient perdues à jamais, pour toujours. Essayez de suivre vos passions. Une chose qui m'a posé un peu de problème, je parlais plus souvent de la collection des semences indigènes ou autochtones auparavant, mais comme je ne suis pas autochtone et je ne connais pas tous les rituels et les cérémonies qui peuvent entourer cela, je suis seulement là pour essayer de faire avancer. J'essaie d'aider. Il y a beaucoup de gens qui me
contactent et qui veulent recevoir ces semences-là, mais ils ne connaissent pas la sensibilité culturelle qui est autour de cela. Je sens un peu de culpabilité des Blancs. Je ne me suis pas inséré dans le projet. Quand je suis invité, j'ai été invité dans ce projet-là en particulier, mais je trouve que sur les réseaux sociaux, ça n'attire pas nécessairement la bonne énergie. Mais je suis content quand les gens je serais ravi si les gens veulent me contacter. Soyez à l'aise de me contacter. Je veux juste réitérer ce point. C'est une belle explication. Il y avait plusieurs cœurs qui sont apparus dans le chat. Natacha et Tiffany. Ouais, je croyais que Natacha était là. Voilà. Excellent. Il y a une autre question qui en lien avec votre haricot sacré bleu. Combien de temps ça vous prend pour faire une observation et de trouver une nouvelle variation, de faire une pollinisation à la main et de créer la variété? Combien de temps ça prend le processus? Certaines variétés, il y a beaucoup de variétés dans les haricots. Ils semblent être stables dans le temps, mais il y en a d'autres que malgré le nombre peu importe le nombre de générations, elles sont difficiles à établir. Il y en a qui sont très peu stables. Je dirais qu'en moyenne, ça prend 6, 7, 8 ans avant de voir cette stabilité et la constance. C'est quand même un long processus. Carol Depp a un bon livre sur la sélection des variétés de légumes. Et elle explique toutes sortes de choses là-dedans en termes de la génétique. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Non, votre explication, je crois que 7 à 8 ans pour établir le génome après la pollinisation, c'est réaliste. Je crois que chaque année, nous avons un voyage différent avec les variétés, mais le fait de créer une nouvelle variété, c'est quand même un long voyage. Donc. You had mentioned, Lisa, adapting long season. On a une question sur l'adaptation des variétés de saison longue à notre saison. Non, en fait, c'est le contraire. Alors, vas-y. Nous avons la saison longue. C'est eux qui ont la saison courte. Non, je crois qu'effectivement, je me suis confondu. On se dit, bon, ben, ils sont dans les tropiques, donc la saison doit durer plus longtemps. Non, c'est nous qui avons la longue saison. Donc, j'ai déjà travaillé avec des haricots, des variétés de la région tropicale, et tout le monde croit que, bon, il faut leur donner plus de lumière ici, là. Non, non, au contraire, c'est que nous avons 14-15 heures de soleil par jour pendant la saison de croissance. Si c'était en Amérique centrale ou du Sud, dans la région de l'équateur, le déclencheur de l'épanouissement, de la floraison, c'est quand les jours sont plus courts. Donc, on veut essayer de déclencher la floraison tôt, parce que sinon, les variétés n'auront pas la possibilité d'arriver à maturité avant le gel. Et donc, il faut le faire artificiellement. Et c'est plate. C'est un projet de retraite. Je n'ai pas le temps
en tant que maraîchère de le faire. C'était vraiment agréable. Il y en a beaucoup de variétés très colorées et marquées avec des schémas intéressants. Mais Henry, est-ce que tu as beaucoup travaillé avec des variétés hors saison? Non, From South America, but on n'a pas beaucoup travaillé sur les génotypes de l'Amérique du Sud, mais tu as raison sur les heures de lumière. À like l'équateur, il y a seulement 12 heures par jour. Aussi, les gens travaillent avec le maïs. Quand on essaie avec les variétés de l'Amérique du Sud, parfois, ces plants arrivent à 20 pieds, mais ne produisent pas d'épis avant la fin de la saison. Il y a Jennifer dit que j'ai un problème d'anthracnose dans mon jardin et j'essaie de trouver des variétés résistantes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Qu'il y a des astuces pour ça? Ou est-ce que vous pouvez m'aider autrement? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ce problème? Non, je n'ai pas d'expérience avec l'anthracnose. well, I'm not an expert of Je ne anthracnose, but suis pas un expert en la matière, mais mon groupe travaille sur cette maladie. Ça dépend sometimes de you la race de l'anthracnose, de la souche. Parfois, vous pouvez anthracnose, which is euh, a collective produire and once you come out des with plants. a variety or a plant that is resistant to one Vous pouvez trouver une variété qui est résistante à l'une des souches, mais il y a peut-être une autre souche qui arrivera et à laquelle cette variété n'est pas résistante. Donc, la meilleure façon d'essayer est d'essayer de combiner la résistance à plusieurs souches. C'est quelque chose qu'on essaie d'identifier ici. we have different On varieties a every year. So we plusieurs have to variétés à chaque année change et donc on est toujours en train d'essayer de travailler avec différentes variétés. Ce n'est pas toujours facile de donner les conditions nécessaires pour l'anthracnose. Il faut de l'humidité. It could be a reason, but a deeper study could be useful in that Il case. serait utile d'étudier plus loin pour voir quel sera le problème dans votre jardin. Craig demande, il dit, j'ai une question en ce qui concerne la couleur des graines. Je travaille sur une population diverse et j'essaie d'éliminer les graines blanches, mais les sélectionner, les exclure ne marche pas. Ils reviennent toujours à la génération suivante. On dirait une ségrégation sans fin. Henry. Tel que j'ai mentionné, la couleur est un caractère assez intéressant chez les haricots. Il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup de gènes en cause. Selon ce que vous avez dit, peut-être que la taille de votre population n'est pas assez grande. Je ne sais pas combien de plants vous avez. Accroître le nombre de plants serait utile. Peut-être que vous trouverez un plant qui va ségréguer les caractères que vous voulez. Donc, des plants qui ont seulement des graines de couleur. Et c'est normalement à cause de cela. C'est de la taille de la population. Je sais qu'accroître la taille de la population coûte cher. Mais c'est comme cela qu'on procède d'habitude. J'espère que cela va t'aider, Craig. Je suis d'accord, dit Lisa. Donc, lâchez pas, Greg. Craig, il y a quelqu'un qui dit, après cette présentation, je veux faire toutes les variétés.
quelqu'un d'autre abonde dans le même sens. Il y a tellement de questions, tellement peu de temps, mais afin d'honorer le temps de chacun, je vais donc devoir mettre fin à la discussion. Nous avons quelques diapos de la fin. Bon, non, on va quand même continuer ces conversations après la réunion. Merci beaucoup, Lisa, d'avoir donné tes coordonnées. Henry, si tu es à l'aise, tu peux mettre tes commentaires, ton courriel, pardon, dans le chat. Oui, d'accord, pas de problème. Nous avons tellement de ressources qui ont été partagées dans le chat. Nous allons essayer d'envoyer ces ressources aux participants. On va vous envoyer d'autres ressources aussi, comme par exemple le guide en anglais pour la conservation des semences pour débutants et d'autres livres comme Comprendre et gérer les maladies transmises par les semences dans la production de haricots biologiques de Christine Lauria. Et je voudrais absolument remercier Bob, Lisa et Henry. Merci d'avoir partagé vos idées, vos expériences, tellement d'informations. Un grand merci à tous les participants. Je veux aussi remercier Hugo d'avoir gardé la présentation sur les rails, techniquement parlant, et Peter et Adrian, les interprètes, qui maîtrisent tout le vocabulaire de l'agriculture. Et donc, sachez que votre apport nous est important. Et voici donc un questionnaire. On aimerait bien que vous puissiez y répondre afin de nous aider à améliorer les événements futurs. Peut-être que vous avez aussi des idées de thèmes de présentation futures. Vous pouvez les indiquer dans le chat. A link to a survey from the About It initiative where peut-être aussi on a Hugo, est-ce que tu peux mettre le lien de l'initiative Bauta dans le chat? C'est là où on met toutes les vidéos de formation sur ce site-là. Donc, et mon courriel est facile, c'est rebecca@efao.ca. Vous pouvez aussi me contacter moi. Hugo wanted me to mention that there's this. Hugo voulait que je mentionne aussi qu'il y a un groupe Facebook avec presque 1000 membres, Beans of the World. Il y a des haricots du monde. Lisa a parlé des variétés en Italie, des variétés de différentes régions du monde, en Macédoine. Et tout cela a été facilité par Facebook. Il y a aussi un autre groupe qui s'appelle Heirloom Bean Addicts Anonymous. Donc, les accros des haricots du patrimoine. Il y a aussi un autre site en Allemagne. C'est Cory Metz qui a toute une collection incroyable, des milliers de variétés. Et vous pouvez demander des échantillons. Je devrais saisir cela dans le chat aussi. Merci, Lisa. Tellement de façons de rester en contact. Si vous cherchez d'autres informations, vous pouvez nous trouver sur le site web. Au Canada, vous pouvez parler aux coordinateurs et coordinatrices régionaux de l'initiative Bauta. Si cela vous intéresse de parler des rutabagas,
Donc, une autre culture, une culture racine. On a un webinaire le 25 octobre. Il y aura une collègue au Manitoba, une autre au Minnesota qui travaille avec le réseau agricole expérimental, donc qui travaille sur mélange de variétés de rutabaga. Et peut-être que vous verrez aussi un rutabaga taillé dans la pierre. Je l'ai vu lors des célébrations de l'année dernière autour du 31 octobre, l'Halloween. Et ce webinaire, on va vous envoyer l'enregistrement dès qu'il sera disponible. Et encore une fois, merci beaucoup. C'était merveilleux de vous voir ici avec nous.